Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui on va parler tout simplement de l'histoire de Hiro Onada. Alors j'ai déjà parlé un petit peu de Hiro Onada, surtout avec son film en fait, puisqu'il faut savoir qu'il y a eu un film donc voilà de Onada, donc voilà, sur lequel j'ai déjà parlé. Bref, et clairement, ouais, en voyant un petit peu le film, etc., donc, eh bien, j'ai eu envie de faire, eh bien, son histoire. Bref, en tout cas, eh bien, nous sommes partis pour l'histoire de Hiro Onada. Alors, commençons un peu notre histoire sur Hiro Onoda. Né donc le 19 mars 1922 dans le village de Kamekawa, aujourd'hui situé dans la ville de Keinan, dans la préfecture de Wakayama, au Japon, et il est mort le 16 janvier 2014 à Tokyo. C'est un soldat japonais en poste sur l'île de Lubang, dans les Philippines, et donc qui refusa de croire à la fin de la Seconde Guerre mondiale et à la capitulation du Japon en 1945, et qui continua la guerre avec trois autres soldats qui à la base étaient bien plus en nombre, mais on en reviendra bien sûr, jusqu'en 1974. C'est le plus connu des nombreux soldats japonais restants. Bref, donc il est issu d'une famille de 6 frères et sœurs. Hiro Onoda fait ses études au collège de Keinan à 17 ans, et il entre dans la société d'import-export Tajima Yoko, spécialisée dans la vente de vernis à Yakayama, puis demande à être infecté dans une succursale tout simplement de l'entreprise à Hankou en Chine. À 20 ans, il a appelé pour son service militaire et a intégré donc le 61e régiment d'infanterie de Yakayama. Peu de temps après, Onoda est infecté tout simplement au 218e régime d'infanterie destiné à Naichang, où il retrouve tout simplement son frère Tadao. Bref, en 1943, Onoda il arrive à Kurumei, qui est une école d'une réputation effrayante sous les ordres du général Shigutumi. Après 3 mois d'entraînement intensif, Onoda regagne donc son unité d'origine. Donc le 13 août 1944, Onoda quitte Kurumei pour rejoindre le 33e compagnie de Futumata, qui est annexe de l'école Nakono plutôt, dans lequel sont formés des officiers commandos. En décembre 1944, Onoda fait partie des 22 hommes formés aux techniques de la guérilla. Destination les Philippines, territoire américain occupé par le Japon. Son supérieur est tout simplement le major Yashumi Taniguchi, et lui donne l'ordre de retarder le débarquement des Américains sur l'île de Lubang, sur laquelle Hiro Onoda passera plus de 30 ans dans la jungle à attendre le retour de l'armée japonaise. Hiro, il faut savoir que à l'âge de 20 ans, la vie du japonais, donc d'Hiro Noda, a basculé avec celle de nombreux de ses concitoyens. Appelé au combat au cœur de la Seconde Guerre mondiale, il va se battre pendant 30 ans, bien qu'après la fin des hostilités. La raison, son major lui avait fait promettre de rester embusqué tant que personne n'était venu le chercher. Bref, clairement, en gros, ce mec, donc le fameux major qui l'a entraîné, sur lequel j'ai déjà parlé, l'a vraiment endoctriné à rester jusqu'au bout, quoi qu'il arrive.
Lorsque Hiro est réquisitionné pour aller combattre les Américains et défendre son pays lors de la Seconde Guerre mondiale, son sang ne fait qu'un tour. Le jeune homme quitte son travail et se rend à l'école de Nakano pour y être formé en tant qu'agent chargé du renseignement. Son objectif se rendre derrière les lignes ennemies avec un petit groupe de soldats et récolter des informations. Le 26 décembre 1944, il est envoyé sur l'île de Lubang dans les Philippines. Sur place, les instructions de son supérieur, le major Yashimi Taniguchi, sont simples. Des soldats viendront le chercher à la fin de la mission d'infiltration. Et t'as bien compris, bah les soldats sont jamais venus en fait, sauf qu'à un moment ils se sont quand même rendus compte. Mais bon, il va pas y croire, mais ça on va en parler. Même si cela doit prendre des années, tant qu'il possède au moins un soldat sous son commandement, il a pour ordre de s'en occuper jusqu'au bout, et s'il doit vivre dans la misère la plus absolue de se nourrir des noix de coco, qu'il le fasse, mais il a clairement l'interdiction absolue de se donner la mort. Quoi qu'il advienne, on viendra le chercher. Bref, le mec, en gros, même s'il doit mourir, il peut pas mourir. Voilà, si il est tout simplement entre des tirs, etc., il doit absolument survivre. Si son unité doit mourir, c'est pas grave. En fait, ça doit être le seul à survivre. Point. Voilà, s'il doit reconstruire une unité, bah il reconstruira une unité, mais il doit toujours garder un homme avec lui. Mais dans l'ensemble, lui doit vraiment être vivant jusqu'au bout, même à laisser 40 hommes derrière. Il doit être vivant avec un autre homme à ses côtés, mais pas forcément non plus, mais en tout cas être le plus vivant possible. Bref, alors clairement, t'imagines, bah le 25 octobre, eh bien, alors que les troupes Onoda mènent un raid tout simplement dans l'une des fermes locales qui tombe sur un tract local proclamant la guerre est finie. Donc la guerre prend fin. Le 15 août, vous pouvez sortir des montagnes, des vives discussions s'en suivent, mais la troupe tout simplement décide qu'il s'agit probablement d'une propagande alliée et ignore le message ignorant des bombes tombées sur Nagasaki et Hiroshima. La défaite du Japon leur semble juste trop soudaine et improbable. C'est pourquoi lorsque le général Yamashita ordonne les largages des tracks au-dessus de la jungle, demandant à ses hommes de se rendre, enfin de rentrer, tout suspect qu'il s'agit probablement d'un piège. Donc voilà, et donc le Japon ne peut pas perdre la guerre contre les États-Unis. Et quand le pays en sortira vainqueur, enfin victorieux, quelqu'un viendra directement récupérer les troupes pour les ramener chez eux. D'autres tracts et journaux et des lettres des familles sont largués, des officiers tout simplement se rendent sur place, l'armée, armée de mégaphones pour inviter les soldats à se rendre au pays. Bref, tentant de les ramener à la raison, mais toujours la paranoïa de ces derniers les empêche de croire à la fin du combat. Les années passent, un homme d'Onoda déserte et un autre donc est tué quelque temps après. Lors d'une escarmouche en octobre 1972, après 27 ans d'infiltration, le dernier compagnon d'Onoda est tué lors d'un combat avec une patrouille philippine. Bref, en gros, eh bien, t'imagines quand même que ça va pas non plus renforcer l'idée que la guerre est finie, puisque malgré ça, il se fait quand même encore tuer par des gens, etc. Ces hommes se font tuer les uns après les autres, et clairement, ça va pas prendre fin pour lui. Donc voilà. Alors, l'identification du corps de ce dernier fait supposer au gouvernement qu'Onoda, déclaré mort depuis des années et peut-être toujours embusqué quelque part dans la jungle, des recherches sont organisées, mais Onoda est simplement trop performant. Le mec était trop en fait balèze quoi dans la jungle. Voilà, c'était devenu sa maison, son terrain de jeu et personne ne pouvait le battre là-dessus. Et personne n'arrive à lui mettre la main dessus jusqu'au jour où en 1974 où l'étudiant Nario Suzuki décide de voyager de son séjour sur l'île de Lubang. Eh bien le japonais se fixe 3 objectifs: trouver Onoda, un panda et l'épouvantable homme des neiges. Ouais, je déconne pas, le mec avait ces objectifs là, il en a réalisé un. Bon, j'imagine que le panda peut-être, l'épouvantable homme des neiges, non. Enfin bref, on ignore si Nario Suzuki a jamais trouvé le deux dernier. Donc voilà. Mais un long périple dans la jungle, il découvre la cachette d'Onoda et l'irréductible soldat.
Celui-ci, donc, celui pour qui la guerre n'est pas finie refuse de l'accompagner. Les instructions sont claires, lorsque la guerre sera terminée, l'armée et son major viendront, et c'est alors que Suzuki retourne donc au Japon et avertit le major Taniguchi de sa découverte. L'ancien militaire reconverti depuis en libraire accompagne Suzuki sur place et, après 29 ans de recherche infructueuse, peut enfin annoncer à Onoda qu'il peut prendre sa retraite, voilà, et qu'il peut rentrer chez lui tranquillement. Le choc de ce dernier est pour le moins compréhensible. À 52 ans, oui, sachant quand même qu'il a clairement passé la moitié de sa vie là-bas, eh bien le soldat voit soudain les missions qui a dicté sa vie prendre fin et s'aperçoit du nombre de morts inutiles que lui et ses troupes ont causé sur l'île de Lubank et se demande pourquoi ses compagnons sont morts, pourquoi il a passé sa vie à mener un combat qui n'avait plus de raison d'être. Donc voilà, et clairement c'est vraiment une histoire de fou. Alors bon, du coup, le lieutenant retourne, donc il retourne chez lui. Donc voilà, le lieutenant retourne chez lui tranquillement. Et bien qu'il ait tué une trentaine de Philippins qui habitent sur l'île et échangé plusieurs coups de feu avec la police, on tient compte des circonstances et Onoda bénéficie d'une grâce du président philippin Ferdinand Marcos à ce moment-là. Et donc le lieutenant Onoda fut au sens strict le dernier soldat de nationalité japonaise à se rendre. Le tout dernier soldat de l'armée japonaise fut retrouvé quelques mois plus tard, en décembre 1974. Il s'agit non pas d'un citoyen japonais, mais d'un aborigène de Taïwan, incorporé dans la volontaire de Tagasako sous le nom de Tureo Nakamura. Bref, et clairement c'est quand même des histoires de fous à ce niveau-là. Donc t'imagines bien que Onoda il aurait pu clairement avoir des gros problèmes, mais il a rien eu parce que en gros c'était compréhensible. Le mec il avait un ordre, survivre, devoir empêcher l'armée américaine de venir et mission accomplie quelque part. Bref, donc après sa réédition, Hiro Onoda partira au Brésil et s'installera au Brésil où il devient éleveur de bétail peu après sa réédition. Il publie une autobiographie, Ma guerre, de 30 ans sur l'île de Lubank, donc voilà, où il décrit sa vie de maquisard dans une guerre terminée depuis longtemps. Par la suite, il épouse donc une brésilienne. En 1984, il retourne tout simplement au Japon où il crée en pleine nature donc un camp pour les enfants. Là où Hiro partage avec eux ses techniques, en gros, là où il avait appris sur la survie pendant ces années de vie solidaire. Donc voilà, il apprendra toutes ces techniques de nature, etc. Bref, tout ce qu'il a appris durant ses 30 ans. En 1996, il revient visiter l'île de Lubank et il fait don de 10 000 dollars américains pour l'école locale. Bref, après tout ça, Onoda fut affilié au très influent et ouvertement révisionniste Lobby Nippon Keigi, qui vise à la restauration de l'empire et du militarisme. Et malheureusement, Onoda viendra mourir le 16 janvier 2014 à Tokyo en tant qu'homme libre, quelque part, voilà, et un homme qui a rempli sa mission jusqu'au bout. Bref, en tout cas, Hiro Onoda, il faut savoir quand même qu'il y a quelques livres sur lui, quand même, et je dis quand même quelques livres, mais il y en a quand même beaucoup, donc voilà. C'est un mec qui a inspiré beaucoup de gens à ce niveau-là, donc voilà, il faut savoir qu'il y a eu un film sur lui. Bref, donc au niveau notoriété, on peut voir Onoda référencé brièvement dans toutes les premières minutes du film de Crabe Tambour, le Pierre de Pierre Sco machin, enfin c'est très long comme nom, donc voilà. Alors que le médecin-major Pierre, joué par Claude Rich, regarde les actualités télévisuelles à bord de l'escorteur de la marine française, donc voilà. Bref, donc un vaisseau spatial dans le roman La guerre spatiale de Xavier, Moméjean reprend son nom. Son histoire est par ailleurs brièvement résumée dans le 8e épisode de la 3e saison dans la série Fargo. Le groupe de rock progressif Camel lui a consacré l'album Nude en 1981. L'histoire de Hiro Onoda sert de toile de fond à l'épisode 14 de la seconde saison de la série L'homme qui valait 3 millions de dollars, intitulé Kamikaze. On aperçoit également la photo d'Onoda sur un diaporama qui montre l'Oscar Goldman à Steve Austin au début de l'épisode.
Et eh bien, par contre, ça c'est plus récemment en 2021, et c'est via ce film-là que j'ai bien décidé de faire son histoire. Arthur Harari adapte tout simplement son histoire au cinéma sous le titre de Onoda, eh bien, 10 000 nuits dans la jungle, et c'est un film vraiment très bon à aller regarder, que je vous conseille fortement. J'ai tout simplement parlé du film, si vous voulez aller checker, tout simplement n'hésitez pas. Donc voilà, et Arthur Harari qui est un réalisateur français. Donc voilà, pour ceux qui veulent aller checker, donc voilà, et le film est traduit bien sûr en français pour ceux qui ont la flemme, et bien sûr en VO. Bref, en tout cas, c'est une histoire très intéressante que j'ai fait, je trouve. Donc voilà, histoire de Hiro Onoda, l'un des derniers soldats japonais de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, et un grand respect à ce monsieur-là qui s'est battu jusqu'au bout pour sa nation. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de Hiro Onoda. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Demain, bien sûr, pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.